Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dr. Sophie Brigaud encore, qui poursuit sa conférence de Montpellier en France. You can start when you're ready. Bonjour. Donc, je poursuis. On en était sur les problèmes de maltraitance infantile et se demander comment savoir y penser dans la consultation usuelle et comment repérer les troubles du comportement, signes physiques qui pouvaient nous alerter, les incohérences de discours et réfléchir à la parole de l'enfant. La parole de l'enfant qu'on va aborder aussi dans les prochains événements qu'on va regarder ensemble au sujet des abus sexuels, parce que la parole de l'enfant, il faut savoir la recueillir. Il y a des protocoles pour cela qui ont été bien développés actuellement, surtout par des études canadiennes. Next. Alors, c'est pas tout à fait... Voilà. Merci. En ce qui concerne savoir la définition des abus sexuels. En France, pour la loi, forcer ou inciter un mineur à prendre part à une activité sexuelle avec ou sans contact physique et ou l'exploiter sexuellement. Avec ou sans contact physique, ça signifie que c'est assez large, les abus sexuels, et que obliger par exemple un enfant à regarder une vidéo pornographique, c'est considéré aussi comme un abus sexuel. Chez l'enfant, il y a des signes généraux, on va regarder ça ensemble. Et je dois signaler que la maltraitance sexuelle intrafamiliale ou inceste est donc commise au sein de la famille par un ascendant ou une personne ayant autorité sur l'enfant. Les signes généraux dans les manifestations non spécifiques de l'enfant, on va voir différents troubles comme des troubles évidemment du comportement alimentaire ou des troubles du sommeil, des troubles des conduites et puis des signes d'appel dans la sphère sexuelle. Par exemple, j'ai pu voir, on peut constater des enfants même jeunes qui vont par exemple avec des objets comme des poupées montrer la sphère génitale de façon fréquente, répétée et qui quelque part ont des gestes ou alors qui peuvent être des gestes sur leur propre corps qui peuvent faire des signes d'appel. On peut remarquer mais c'est pas toujours lié, mais il faut savoir, comme on a vu pour la maltraitance en général, faire un faisceau d'arguments, donc une altération du développement intellectuel et affectif. La modification du comportement habituel, on peut voir un état puis dépressif, des détresses psychologiques ou un syndrome post-traumatique. Donc un syndrome post-traumatique, comme on le connaît chez l'enfant, c'est réactivation du trauma de manière violente dans des circonstances qui lui rappellent le trauma. Donc ça peut être un enfant qui se met à avoir des réactions très violentes de façon complètement soudaine et sans qu'on comprenne véritablement pourquoi, parce qu'il y a eu un facteur déclenchant qui leur a rappelé un stress. Donc ce sont des enfants qui peuvent avoir des attitudes itératives, inattendues et brutales. Le comportement de l'entourage lors de la consultation est à observer. Il faut donc être attentif au comportement de l'adulte vis-à-vis de mineurs, du professionnel, ainsi qu'à l'attitude des adultes entre eux. Les adultes qui l'entourent peuvent être incohérents dans leur discours, là encore. Et donc, en tant que professionnel, il faut savoir adapter l'entretien aux interlocuteurs sans être intrusif ni enquêteur. Donc, c'est une position assez spéciale qu'on a dans ce domaine qui reste toujours liée à la démarche diagnostique. Les révélations de l'enfant. C'est important de savoir comment les accueillir. Elles peuvent être fortuites, inattendues, souvent, ou lors du besoin de se confier à un tiers, ou lors de révélations délibérées. Les faits évoqués peuvent être actuels ou plus anciens, et dévoilés lorsqu'ils sont déjà terminés. Donc, l'enfant, on le reverra par la suite, n'a pas forcément la même notion du temps que les adultes,
ne va pas savoir hiérarchiser l'événement, ne va pas savoir forcément le situer dans le temps. Et on est obligé aussi de tenir compte de ce que c'est pour un enfant de donner un élément et de ne pas chercher à le presser de questions. Au contraire, il faut garder une parole ouverte. Pour ces entretiens, j'ai noté qu'il y avait une étude intéressante qui a donné un protocole qu'on appelle un protocole, une technique qui a été construite à partir de ce que les chercheurs savent du fonctionnement cognitif, mnésique et social des enfants. Et cette recherche repose essentiellement sur elle a permis d'aboutir à un protocole avec un questionnement ouvert. Donc, c'est le questionnement du National Institute of Child Health and Human Development. Donc, pour les signes spécifiques, les signes génito-anaux qu'on pourrait retrouver, on peut avoir déjà des plaintes somatiques de la sphère urogénitale et digestive, des signes évocateurs chez l'enfant prépubère, puisque c'est très rare qu'on retrouve des infections urogénitales, d'autant plus si elles sont répétées. Donc ça doit alerter chez un enfant prépubère. Et il faut savoir aussi que les infections sexuellement transmissibles sont exceptionnelles chez l'enfant, bien sûr. L'absence de signes à l'examen clinique n'élimine pas une agression à caractère sexuel. Ça, il faut bien savoir, même si les données de l'examen ne sont pas corrélées au dire du mineur. Donc, l'examen clinique va être un élément qu'on pourra ajouter, mais ça ne sera pas, s'il est normal, un élément exclusif, bien sûr. L'examen sera à faire si le juge pense que c'est utile. Et en France, il n'y a que l'examen fait par le médecin légiste qui peut donner matière à un certificat qui sera reçu par la justice. Les lésions très suspectes sont rares. Voilà. Next. Alors, que faire quand on a un soupçon? Il faut rassurer l'enfant en lui expliquant ce qu'on fait. Et donc, rester transparent avec lui expliquer qu'on va l'examiner, qu'on est là pour le protéger et toujours qu'on va l'écouter et le croire. C'est un préalable indispensable. Il n'y a pas de suspicion vis-à-vis d'un enfant. Même si pour soi-même, on va garder un esprit attentif, il faut toujours dire à l'enfant qu'on va croire sa parole. Il faut évidemment travailler en équipe et dans les dossiers, les informations et les propos sont retranscrits mot pour mot, entre guillemets, tels qu'ils ont été entendus ou observés, en évitant tout commentaire, interprétation ou appréciation personnelle. C'est important car tout ce qui va être écrit dans un dossier médical peut avoir un jour aussi une valeur juridique. Donc, il faut être le plus précis possible, dire l'enfant a dit, de point ouvrir les guillemets, etc. Il faut vraiment, le parent a dit, il faut retranscrire la parole de chacun de manière extrêmement précise. Et on ne mentionne entre guillemets un auteur présumé que s'il a été clairement dit. En cas de forte présomption et contact permanent ou fréquent avec l'agresseur, en France, on assure la protection immédiate de l'enfant en danger. On peut l'hospitaliser, faire un signalement immédiat. Next. Alors quand je parle de signalement, évidemment ce sont des démarches qui sont médico-juridiques, donc qui s'appliquent à la loi de chaque pays. Je vais parler de la France en ce qui me concerne. C'est un acte professionnel écrit, le signalement, qui présente après évaluation la situation d'un enfant en danger qui nécessite une protection judiciaire. Le service émetteur doit toujours être identifiable avec beaucoup d'informations administratives qui permettent d'identifier la personne qui l'écrit. L'auteur de signalement n'a pas besoin d'apporter la preuve des faits. Simplement, il faut savoir que quand on écrit un signalement, le médecin n'a pas à être certain de la maltraitance. S'il a des soupçons, il écrit son signalement et il dit qu'il a des soupçons. Ce qui est important,
c'est de le dire et de l'écrire et de le signaler quand on en est témoin. La présomption ou la constatation de sévices, de privation ou de délaissement sera l'essentiel de la nécessité du signalement. Il faut formuler les hypothèses distinctes des constatations et ces hypothèses devront être présentées comme telles, c'est-à-dire que en tant que témoin, que médecin, examinateur, on peut avoir différentes hypothèses et on peut les exprimer bien sûr. Dans sa conclusion, il faudra conclure avec un projet d'action souhaité en faveur de l'enfant et de la famille. Si c'est un travail d'équipe qui est fait par un secteur médico-social, avec une idée des travailleurs sociaux qui proposent par exemple un accompagnement de la famille avec une aide éducative à domicile, on va pouvoir le proposer en faisant un courrier qui viendra d'un travail d'équipe. Pour ma part, je travaille dans un service qui est destiné à la protection de l'enfance dans le département d'Hérault et ce sont des signalements que nous rédigeons après à la fois un enfant qui aura été vu par des médecins et aussi des enfants qui sont vus et réfléchis après en équipe pluridisciplinaire par différents acteurs, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des psychologues. On a la possibilité, si on a le temps, si on peut se donner le temps qu'on n'est pas dans l'urgence, de faire ce travail en équipe. Next. Pour la prévention, et c'est là qu'on arrive à l'élément préventif qui est finalement le plus souhaitable pour les enfants, c'est-à-dire qu'on essaye de se rendre compte quand il y a un risque de maltraitance dans une famille, le plus tôt possible pour essayer d'accompagner la famille sur le plan éducatif. D'abord parce que sur un plan du développement psychomoteur, on sait maintenant, avec les théories de l'attachement, que la maltraitance infantile pourra avoir des conséquences sur le développement psychomoteur dans toute la vie de l'enfant et même sur sa vie sociale, son insertion, son adaptabilité. Voilà, donc on a besoin d'avoir un regard le plus aiguisé possible sur les situations qu'on rencontre et même en tant que citoyen, de manière à pouvoir évaluer un danger pour l'enfant. Quels vont être les indicateurs en matière d'évaluation de ce danger? Eh bien, ça sera quand même important de savoir que si une famille est en demande d'aide et qu'elle collabore quand on lui propose de l'aider, on a déjà le risque moindre, c'est-à-dire que on sait qu'on va pouvoir agir avec cette famille et qu'elle est de bonne volonté, ouverte, ou qu'elle a les capacités tout simplement psychologiques, intellectuelles de comprendre ce qu'on peut lui proposer en termes d'aide, d'adaptabilité, de réflexion. Et donc, la demande, la collaboration de la famille sont importantes. Une famille qui ne collabore pas ou une famille qui aura une adhésion de surface, c'est-à-dire qui vous dira oui, d'accord, je suis d'accord pour qu'on m'aide, mais où on sent qu'en fait c'est un discours plaqué pour être tranquille, eh bien il y aura plus de risques, voilà. Et ça s'établit dans le rapport de confiance qu'on va essayer d'instaurer avec les familles et avec les parents. Et c'est important d'essayer d'évaluer si la confiance est présente. Évidemment, l'évaluation de la confiance, ça peut se faire que dans le temps. C'est aussi l'observation des paroles et des actes. Donc on a besoin de savoir si les paroles sont suivies d'actes pour savoir si le lien de confiance est établi. On peut, en matière de prévention, proposer ce qu'on appelle une aide, nous les services sociaux, une aide non contractualisée, c'est-à-dire une aide qui va se faire spontanément à la famille sans qu'on ait besoin de faire un contrat. Donc c'est des accompagnements en consultation, des interventions pluridisciplinaires auprès des familles et avec des éducateurs, travailleurs sociaux, CESF si c'est nécessaire. Donc on peut proposer des aides déjà à une famille qui est en difficulté, ça peut être l'aide communautaire, ça peut être tout simplement resserrer les liens communautaires auprès d'une famille quand on sent qu'il y a des problèmes, oser parler
des difficultés qu'elle peut rencontrer sans la stigmatiser, sans la juger et l'accompagner le plus près possible et le plus tôt. Ensuite, quand c'est insuffisant, on peut proposer ce qu'on appelle, nous, des aides contractualisées, c'est-à-dire qu'on propose un contrat à la famille avec des objectifs et une évaluation avec des termes définis, des objectifs et des délais. Donc, on met en place un suivi de la famille avec des aides qui peuvent être de différents types, avec des accompagnements pour les parents comme pour les enfants, des aides aussi pour tout simplement soulager la famille des tâches quotidiennes quand elles sont trop importantes. Il y a aussi les différentes démarches qui visent à sortir la personne, la famille de l'isolement, même si c'est une mère seule, un père, aider les familles à ne pas rester isolées, créer une solidarité, régulariser une situation administrative, aider la personne à aller vers les soins et à accompagner son enfant vers les soins. Et une maman peut avoir une nécessité, un besoin d'aide psychiatrique et il faut aider la personne à prendre rendez-vous pour elle-même, à se faire accompagner sur le plan psychiatrique. Évidemment, une maman qui a des problèmes, déjà, ne serait-ce que des troubles, et qui voient des troubles anxieux, des troubles dépressifs, a besoin d'un accompagnement et d'un bon traitement psychiatrique pour être mieux dans la relation avec son enfant, on peut le comprendre, a fortiori si c'est une pathologie avec des troubles psychotiques qui vont nécessiter d'avoir des traitements et qui vont nécessiter d'être suivis et peut-être d'introduire la notion d'un pédopsychiatre pour l'enfant. La mesure éducative peut être aussi une mesure éducative soutenue, que nous on appelle une mesure éducative avec un contrat, et il peut y avoir de l'appui parental et d'autres mesures éducatives. Et on peut aussi proposer un accueil provisoire pour soulager la famille, dans l'idée que ce sont des centres d'accueil qui accueillent les enfants pour un jour, une nuit, 2-3 nuits, pour soulager une famille. Je donne un exemple, il peut y avoir des familles qui ont des enfants handicapés et qui ont vraiment une très lourde charge, y compris les week-ends, et on peut proposer de les aider le week-end pour prendre leur enfant. Ça aussi, ça peut se concevoir dans le domaine d'une aide communautaire, où tout simplement on s'entraide avec des gens qui ont des enfants handicapés, on s'entraide et on peut leur proposer de garder leurs enfants et surtout penser à la nécessité de s'entraider quand les enfants ont des gros problèmes du trouble de comportement, troubles d'hyperactivité, des handicaps. Savoir que dans ces familles, la fatigue est immense. Souvent, ce sont des parents qui dorment peu la nuit. Ils pensaient quand les enfants ont même des pathologies qui entraînent des troubles du sommeil. Pensez à aider ces familles, à les soulager régulièrement, prendre les enfants chez soi quelques jours pour aider les familles à souffler. Next. Alors, pour faire un résumé, un bilan de ce cours, c'est important de pouvoir dire qu'on agit au-delà des représentations qu'on peut avoir de la maltraitance infantile. Donc, les représentations qu'on a, c'est souvent que si je vais signaler qu'un enfant est maltraité, on va l'arracher à sa famille et le placer. Enfin, c'est un peu les représentations sociales qu'on peut avoir. Et il faut s'en dégager parce qu'elles peuvent nous paralyser et nous empêcher d'agir. L'idée d'arracher un enfant à ses parents, c'est quelque part, ça nous ramène à nos propres projections, à nos propres peurs, angoisses. Il faut savoir que tout ce qui est lié à l'enfance, et on peut le retrouver très particulièrement en pédiatrie et dans la maltraitance bien sûr, ça nous ramène à notre propre lien parental, à nos liens familiaux, à ce qu'on a vécu de soi-même en tant qu'enfant. Et il peut y avoir complètement des interactions. Il faut arriver à se poser,
à savoir que ce sont jamais des situations qui nous laissent indifférents, bien sûr, et elles nous bouleversent même souvent. Donc elles nous ramènent à notre humanité, bien sûr, à notre sensibilité. On est plus ou moins sensible et il faut arriver à prendre du recul. C'est pour ça que souvent j'ai répété dans ce cours que c'était important de ne pas rester seul, pour pouvoir se poser, souffler et exprimer ses propres émotions de manière à mieux réfléchir, à tête reposée. Mais agir au-delà des représentations, c'est savoir que on a beaucoup de chemins, de possibilités avant d'arriver à cet extrême qui est de séparer l'enfant de sa famille. D'abord que si on doit séparer l'enfant d'une famille, pour nous, le but, pour nous qui sommes, moi qui suis médecin, qui travaille avec des services du département, qui s'occupe de la protection de l'enfance, donc qui s'occupe de prendre des décisions aussi pour placer des enfants quand c'est nécessaire. Il faut savoir que c'est absolument la dernière des options, quand on a tout essayé. Et aussi que quand on place un enfant, on accompagne en parallèle sa famille, avec des aides éducatives, de manière à ce que le lien le plus possible, autant que faire se peut, soit maintenu avec des médiations et des visites de médiation, et de manière à ce que l'enfant garde toujours un contact avec ses parents. D'ailleurs, les parents gardent l'autorité parentale pour les actes essentiels, les actes, ce qu'on peut appeler les actes non usuels, c'est-à-dire que les parents gardent la possibilité de s'investir dans la vie de leur enfant. Et on essaye de les accompagner, c'est-à-dire qu'un placement, c'est toujours dans l'idéal, dans le but, si c'est possible, que la parentalité se renforce, soit accompagnée et que l'enfant puisse retourner dans sa famille. Quoi qu'il en soit, le placement, c'est quand même la dernière option. Avant d'y arriver, on a beaucoup de solutions d'aide éducative qu'on peut proposer aux familles. Et bien évidemment, c'est ce qu'on fait en priorité. Je dirais que il faut sortir des représentations pour pouvoir arriver à la prévention au plus tôt auprès des familles. La prévention auprès des enfants, c'est-à-dire qu'on va chercher à agir pour que le lien parent-enfant puisse s'établir au mieux dans la petite enfance. Donc, pour cela, il faut pouvoir repérer les situations à risque, activer des mesures de prévention et mettre en place le soutien des familles qui sont repérées. Il faut disposer des connaissances de la clinique des maltraitances physiques ou psychologiques et de ses impacts en matière de développement, de capacité d'apprentissage, d'insertion sociale à l'âge adulte, et savoir faire un signalement quand c'est nécessaire, protéger, et ne pas hésiter à faire une hospitalisation pour bilan, et bien sûr s'entourer d'une équipe pour réfléchir ensemble. Next. Alors maintenant, je vais vous montrer deux cas cliniques qui illustrent les situations qu'on peut rencontrer et qui sont des cas de suivi de maltraitance ou de risque de maltraitance. On va en parler ensemble. Donc Chloé est née à 30 semaines d'aménorrhée. Donc elle est prématurée, elle commence sa vie difficilement par 4 semaines en réanimation et en soins intensifs et 1 semaine en chambre mère-enfant. Le bilan est normal à la fin de cette semaine, de cette 5e semaine, et le bilan est la sortie est prévue quand elle va peser 1,8 kg et qu'elle va téter correctement. Donc, avant sa sortie, pourtant, on a des inquiétudes de notre équipe à l'hôpital. Car Chloé, c'est une enfant qui demande peu, donc qui va peu venir solliciter l'adulte. Elle s'est habituée, comme ça arrive chez certains bébés, elle s'est habituée avec son démarrage difficile à rester un petit peu plus passive et moins venir demander l'interaction. La maman venait beaucoup la voir les premières semaines, mais pendant les 4 premières semaines, la maman à la fin ne venait plus que 2 fois par semaine
et elle semble fatiguée, maladroite avec l'enfant. Et au départ, elle tirait son lait à domicile pour l'amener pour le bébé, puis à la fin, elle ne tirait plus son lait. Et elle avait l'air d'être fatiguée d'avoir pris cette décision à cause de sa fatigue et un peu de son désarroi. Donc on a fait une réunion de l'équipe préparatoire à la sortie et les parents ont demandé à ne pas venir aux consultations de l'hôpital. C'est ce qui ressort. Parce que quand on leur propose à la sortie de revenir en consultation, ils disent qu'ils habitent trop loin. Donc ils demandent à être suivis par le médecin, ce qui est mis en place. Et on organise ce suivi à domicile, proche de leur domicile avec leur médecin traitant. Lors des premières consultations, l'accrochage est difficile entre la mère et l'enfant. La mère est fatiguée, isolée, et on a un père très absent qui est en raison de déplacements professionnels. Next. Donc à l'âge de 6 mois, Chloé a toujours un accrochage difficile. La mère regarde peu l'enfant et le holding est peu adapté. Donc la mère livre que cet enfant n'est pas celui dont elle avait rêvé et le développement staturo-pondéral est bon. À 9 mois, disons que le développement staturo-pondéral souvent ne va pas poser véritablement problème. Ça va être surtout, il va falloir faire attention au développement psychomoteur. Et à 9 mois, Chloé ébauche la station acide avec appui, c'est bien puisqu'elle était prématurée, donc on est dans les temps. Elle vocalise sans doubler les syllabes, l'accension conjointe est présente. On propose à la famille une aide à domicile et puis surtout de la mettre un petit peu quelques heures par jour chez une assistante maternelle pour soulager un peu la maman. Et on propose à la maman aussi d'aller dans un lieu d'accueil enfants-parents, donc un lieu où elle va pouvoir parler avec d'autres mamans. La maman accepte un suivi avec un psychiatre et elle montre une bonne évolution par la suite. On lui propose un suivi parce qu'elle montre des signes de dépression. Au bilan, au départ, on avait une famille sans risque particulier, avec des difficultés dues à l'arrivée prématurée d'un enfant avec une forte angoisse de mort ou de maladie qui a parasité le lien mère-enfant, l'attachement sécure du départ. Donc on a essayé d'avoir une complémentarité des soins et des services de soins hospitaliers, libéraux et sociaux, et ça a permis une évolution favorable de cet enfant en soutenant les compétences parentales. Donc on a eu une bonne évolution. On sait qu'il y a souvent des risques de maltraitance. Ça peut être de la négligence. Il y a des risques de maltraitance chez l'enfant prématuré. Donc il faut savoir que cette forte angoisse du départ liée justement à ce risque de mort qui a été quand même présent dans les premières semaines, ce risque de maladie parce qu'on a pu informer les parents qui avaient des risques de séquelles, c'est très très angoissant, anxiogène, ça peut interférer dans la difficulté de mettre en place un lien entre la mère et l'enfant. Donc il faut absolument rester au contact de ces mères, les entourer, être vigilant pour accompagner la création du lien. Next. Maintenant, je vais vous parler de Enzo, qui est un cas assez dramatique, comme on en vit parfois. Et on va voir pourquoi ça l'a été. Parce qu'on peut dire qu'on est quand même passé à côté de quelque chose et qu'on aurait pu mieux faire pour cet enfant. Et là, il s'agit de réfléchir. A posteriori, on reprend des cas pour savoir comment on aurait pu mieux repérer, mieux agir et mieux le protéger surtout. Donc Enzo est arrivé à cette semaine et il avait à l'hôpital, aux urgences. Donc il pleurait et il présentait une rougeur et un œdème de la cuisse droite. Et il est amené par les deux parents à l'hôpital. Aux urgences, le bilan radiologique montre une fracture fémorale droite.
la mutation de l'enfant est prévue à Montpellier en chirurgie pédiatrique. On va lui faire une prise en charge adaptée. Il est accueilli aux urgences par l'orthopédiste infantile. On lui donne un traitement antalgique parce qu'évidemment il est algique, il pleure beaucoup. Pour le reste, il a un bon état général, un bon développement, il n'inquiète pas. Pourtant, il s'agit d'une fracture fémorale droite spyroïde. On voit mal comment un enfant de cet âge qui ne marche pas encore a pu se faire une fracture spyroïde. Donc, bon, devant la rougeur d'apparition récente et les pleurs, les parents ont ils disent qu'ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une piqûre de moustique, puis l'ont accompagné aux urgences car les pleurs persistaient. Donc, il s'agit d'un premier enfant chez un couple jeune, pas d'antécédent particulier. Next. La suite, on va faire un bilan. Vous savez comme moi, maintenant on l'a vu ensemble, que quand on soupçonne un syndrome du bébé secoué, Shaken Baby Syndrome, on fait un fond d'œil quand même pour voir s'il n'y a pas une flamèche. Hein. Donc on fait aussi un bilan sanguin, des radiographies du squelette, donc fracture spyroïde. Il est gardé une journée en hospitalisation, on lui met un plâtre pelvipédieux. Les parents se montrent adaptés, présents pendant l'hospitalisation. Le chirurgien, lui, ne retient pas la possibilité d'une maltraitance infantile et laisse partir l'enfant le lendemain en demandant au service de PMI de surveiller le plâtre, donc les services de protection maternelle et infantile. Une puéricultrice viendra à domicile regarder, faire si tout va bien, si les parents arrivent à bien s'occuper de cet enfant avec le plâtre, et une consultation avec le chirurgien orthopédiste est prévue 3 semaines plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet enfant, on s'est rendu compte qu'en agence départementale, en fait, la famille était quand même connue des services, la grossesse avait été mal suivie. Ça aussi, on l'a vu précédemment. C'est un clignotant, c'est un facteur de risque. L'enfant avait été vu par le chirurgien en consultation chirurgicale 3 semaines plus tard. Alors, on a vu, le chirurgien a vu que tout allait bien, la fracture s'était bien consolidée, mais il faut savoir qu'en salle d'attente, le père ne supportait pas d'attendre, et il s'est montré violent, violent verbalement, il s'est levé, il est parti, il n'a pas participé à la consultation. La PMI demande au chirurgien de faire un signalement, mais celui-ci refuse, et donc les enfants ne viennent plus dans aucun service, enfin l'enfant et les parents ne viennent plus dans aucun service de consultation. Donc c'est une famille qui disparaît un petit peu des circuits de comme ça arrive souvent. C'est-à-dire que la famille qui sent qu'on risque d'avoir un regard sur elle, il y a des gens qui déménagent, qui disparaissent. Et puis l'enfant n'est pas encore scolarisé, l'enfant ne va pas voir le médecin. Et personne dans l'entourage ne voit cet enfant, personne ne se rend compte, ou alors les voisins qui commencent à se dire tiens, c'est pas normal. Et là, 8 mois plus tard, on reçoit un appel de la PMI d'un autre département qui dit qu'il y a une information préoccupante qui est en cours, qui a été faite par un voisin pour pleurs à répétition. Le papa de l'enfant a des problèmes de toxicomanie et réalise un trafic. Il y a des notions de violence conjugale, de violence intrafamiliale. À ce moment-là, la famille est contactée par les services du département et refuse de collaborer. Là aussi, on a dit tout à l'heure que c'est important de voir si une famille est compliante, si une famille accepte l'aide qu'on lui propose. Là, les parents ferment leurs portes. À ce moment-là, le signalement va plus loin. Il y a une enquête de gendarmerie, une réquisition et un examen médico-légal de l'enfant. Et on va voir que malheureusement, Enzo va très mal. Next.
Et à ce moment-là, l'enquête montre qu'il y a des carences et des négligences graves. Enzo présente un retard de croissance et des lésions de type des hématomes, des hématomes au niveau du visage, de type de préhension des hématomes des deux côtés. Un enfant très insécure, très anxieux, qui a des réactions craintives. Donc à ce moment-là, il y a une ordonnance de placement provisoire qui est décidée par le procureur de la République. On accueille l'enfant en urgence, en famille d'accueil. Les deux parents sont mis en garde à vue. La mère est victime de la violence du père, mais en incapacité de protéger l'enfant. Donc l'enfant est placé. Le papa est incarcéré pour violence. À l'audience, au moment de l'audience au tribunal, est décidé par le juge un placement de 6 mois avec des visites et des droits d'hébergement pour la mère seulement. Donc on met cet enfant en famille d'accueil, on accompagne à nouveau la mère vers la parentalité et surtout on l'accompagne vers la notion de protection, de savoir protéger son enfant. Et puis actuellement, voilà, quand même on arrive à une conclusion plus heureuse. Actuellement, Enzo vit avec sa maman, il est retourné chez elle, le papa est sorti de prison, il a des visites qui sont organisées par le juge aux affaires familiales, qui sont des visites donc encore médiatisées, et une mesure d'accompagnement éducatif est mise en place. Pourquoi je vous ai montré cet exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est un exemple d'un enfant qu'on aurait pu protéger plus tôt, qui aurait eu bien sûr beaucoup moins de maltraitance. Si on l'avait fait, si le chirurgien avait accepté de faire le signalement dès qu'il a vu la fracture spiroïde à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à ce moment-là déjà, on sait, quand on connaît bien les signes et la psychopathologie, quand on connaît bien les risques, on sait qu'un enfant qui ne marche pas encore et qui présente une fracture, il faut s'inquiéter, il faut se poser des questions et quand on a des doutes, on peut signaler. Si cet enfant avait été pris en charge plus tôt, on aurait peut-être pu mettre en place tout de suite un accompagnement familial, un accompagnement éducatif qui aurait pu lui éviter ce qui s'est passé. Donc, des cas comme ça, malheureusement, on en a beaucoup. Il faut savoir que on a un peu tendance à fermer les yeux, donc c'est important de connaître tous les faisceaux d'arguments, de savoir poser la question et travailler en équipe pour prévenir et accompagner au plus tôt les familles. Voilà, je vous remercie. On peut avoir un échange maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour.